Salut l'équipe, cette semaine je vous préviens, on va pas se marrer dans l'édito, parce que je vais vous parler de Joel Embiid. Et en ce moment, quand on parle du MVP 2023, c'est aussi rigolo que regarder un fait entrer l'accusé solo un soir de Saint-Valentin avec un tacos 8 viandes, sauce fromagère. Pourquoi, quand, comment, peu importe au final. Mais en ce début de saison, on a plus de chances de voir Joel Embiid sur TMZ que sur NBA TV. Et même si un minable journaliste, fils de Belzébuth car fini à la bière, pousse les limites jusqu'à attaquer Embiid dans sa vie privée, le malaise et la frustration sont bel et bien palpables, comme quand tu tapes Megan Fox pouce dans ta barre de recherche Google. La France, la ville de Philadelphie, la presse, bientôt, Joel Embiid aura plus d'ennemis que Batman lui-même. Alors on fait quoi? On reste comme ça sans rien faire? Absolument. Car si Joel Embiid ne peut choisir si son corps peut encaisser ou pas les chocs du haut niveau, il peut en revanche beaucoup mieux contrôler sa com. Et peu importe les attaques, Joel Embiid doit faire fermer les bouches, d'abord par le jeu. Alors s'il te plaît Joel, fais-nous tous fermer notre bouche et tout le monde sera content. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour une super émission. Il y a eu une super soirée de NBA hier soir, donc forcément on a un super programme. Avec moi cette semaine deux loustiques qui sont déjà bien agités, beaucoup trop à mon goût. L'habituel Thomas Dufan et le chien qui se fait rare, Stephen Brun. Comment ça va les amis? Salut Erwan, salut Tom. Salut Stephen. Ça va? Ça va super, je suis en grande forme. Mais ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'il y a un mec qui est largement plus en forme que moi aujourd'hui, c'est toi. Oui. Mais cinglé aujourd'hui, on peut le dire dès le début, t'es complètement fou. Non. Il est 8h du mat, t'es déjà fou. J'ai envoyé deux, trois jeux de mots sympathiques, non? C'est Très vrai, bien. c'est vrai, c'est vrai. Il te plaît le nouveau Gêné? Ouais, très sympa. Tu te souviens? Oui, Qu'on avait vécu un petit peu. Oui. Parce que avant d'aller dans l'émission, on va vous offrir un inside, une coulisse de ce tournage exceptionnel. Et Steph en mode coach qui met une râlée dans les vestiaires, comme on dit. Quand on prend une ronflante au vestiaire par Stephen Brun, ça ressemble à ça. Oh, et toi, arrête d'aller au restaurant, oh, tu peux pas tenir un duel. Merde. Comme Charavino, depuis quand on est en hoodie? Mais mets ton hoodie parce que tu vas pas jouer la deuxième mi-temps. Prends même une doudoune, mon grand, parce que tu mettras pas une pièce sur le terrain. Tiens, Paul Harrer, bravo. T'es sûr que t'es gaucher? Ça fait pas 35 ans qu'en fait que tu joues à gauche, que t'es droitier, Polo? Faut te garder du monde. Faut te garder du monde. Il nous chie dessus chez nous. Steph, que vous pouvez retrouver au Paname Café tous les vendredis soirs et on est payé au chapeau, comme d'habitude. Bon, on est très heureux en tout cas de te retrouver. On a plein de choses à discuter, mais avant de ça, on a des annonces comme d'habitude à vous faire. Dimanche 19h, comme d'habitude, le match commenté par First Team. C'est Asvel Nanterre en gratuit sur la plateforme DAZN. Polo Lacombe, un peu struggle avec Nanterre, qui revient du côté de l'Asvel. Très bon basketball Champions League à Wolfsburg, 100% de réussite, 17 points Polo, 21 d'évaluation, MVP du match. Bravo Polo. Bravo. Polo is back, baby. Il va revenir chez lui, en tout cas, il sera aussi de retour donc avec l'Asvel qui a besoin de gagner. L'Asvel d'ailleurs qui aura un match à rejouer. Vas-y, fais-moi une petite parenthèse, c'est un peu chelou, non? En fait, c'était à 8 secondes de la fin. Geoffrey Lauvergne devait sortir, mais il a tiré un lancer franc et les arbitres ont fait le changement après. Donc l'Asvel a mis une réserve. Match à rejouer, mais Chalon a fait appel. Donc on va attendre. Bon, c'est du jamais vu. C'est dommage pour Chalon, c'est le seul match qu'ils ont gagné. Ouais, c'est dommage pour Chalon. Pas cadeau pour Mais eux. c'est du jamais vu, on n'a jamais vu un match rejoué comme ça. Enfin, une erreur d'arbitrage en plus. Bah là, c'est pas une erreur d'arbitrage, c'est une erreur de tape de marque. C'est différent. Si c'était une erreur d'arbitrage, je pense que le match n'aurait pas été à rejouer. D'accord, ok. Voilà. On parle de LNB, donc forcément, on vous rappelle que le LNB DAZN Club, le premier de la saison, est sorti ce mardi et c'est disponible donc sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme DAZN, gratos évidemment. Il revient sur l'Asvel et Théo Malédon, retour gagnant évidemment. On est ravis de revoir Théo dans notre beau championnat. Autre annonce, messieurs, vous les voyez ces deux zigotos? Mais vous les reverrez lundi soir dans le NBA Classic Game, puisque ils vont commenter le match. Il y a un match qui rappelle des bons souvenirs à Stephen Brun et à tous les fans des Mavs, le match 6 de 2011 entre Dirk Nowitzki qui détruit complètement le Heat
et Chris Bosh pour ce qui est à ce jour le seul titre des Mavs. Des bons souvenirs, Steph. Et restez avec nous et surtout regardez ce match, parce que les Browns fait un match exceptionnel. Bon, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'était marrant de redécouvrir les images. Je pensais m'en souvenir. En fait, je me souvenais pas de grand chose sur ce match aussi. C'est très D'ailleurs, intéressant. On vous rappelle que Il y a tous Erwan les... qui met 2-3 points dans le corner. Ah ouais, gros passage à Brian Erwan. Cardinal qui fait un très bon passage. Et moi, le seul cardinal que je connais, il est à Porte de Saint-Cloud et il fait des milanaises de qualité. Hein. Brian Cardinal. Il a un super passage. fait une Il est belle très entrée. bon. Ouais. Non, mais d'accord. Mais Filoche, défense et tout. Le problème, c'est pas le niveau basket, là. Hein. Brian Cardinal, frère. Ah ouais, d'accord. C'est Et bien. le joueur que t'as toujours rêvé d'être, Erwan. Que j'aurais peut-être dû être si j'avais voulu réussir. Oui, peut-être aussi. Moi, j'étais plus, je voulais être J.R. Smith, c'est peut-être ça le problème. Tous les matchs du lundi, on vous le rappelle, les NBA Classic Games, donc c'est le lundi de 22h à minuit, mais tous les matchs qu'on vous diffuse le lundi soir en direct comme ça, ils sont de nouveau regardables sur la chaîne YouTube. On sait que on avait fait Orlando Nets avec le triple du Shaq, on s'est fait un duel en playoff entre Derrick Rose et LeBron James. La semaine dernière, on a fait les Knicks face aux Rockets, le match 7. Tous ces matchs-là, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Allez parfaire votre culture ou alors vous refaire des vrais kiffs à l'ancienne. Dernière annonce, dimanche, 10h sur la chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi tu rigoles. Je vais sauter par-dessus le bureau. C'est midi. On m'a dit midi. On m'a dit, vous m'avez dit de dire midi. C'est à Midi, interview de Marine Badian. Oui. L'intérieur de l'équipe de France qui est en ce moment dans cette fenêtre donc, de l'EDF et qui réattaque un cycle qui doit nous amener jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. On l'a reçu dans nos bureaux. On s'est régalé pendant 45 minutes. Et Badou. Oui. Marie Badou. Plus d'une demi-heure pour Pour la discuter joueuse du Fener. Tout à fait. On a parlé des JO, bien sûr, du basket féminin, des athlètes aussi dans le basket féminin, parce que c'est une maman, donc il y a des choses intéressantes de ce point de vue-là. Des choses, en fait, on parle jamais de ça, nous, dans les interviews, finalement, tu vois. Donc, comme Jeannette Salin est très jeune et qu'elle n'a pas l'expérience de Mariam, il y a beaucoup de sujets intéressants qui vont passionner tout le monde. Ah, c'est sûr que parler des femmes enceintes avec Paul Lacombe, c'est compliqué dans une interview. Donc, c'était bien d'avoir Mariam Badian. C'est samedi midi, interview à suivre dans les entretiens qu'on adore faire. Dimanche midi. Chez First Team, c'est dimanche midi, je vais y arriver. tu- Allez, envoie les news, ça va aller mieux. On envoie les news, on reviendra donc sur l'énorme paire fière de Zachary Rizaché, 33 points face aux Knicks. Évidemment, sinon c'est pas rigolo. Il y aura d'autres Français qui brillent un petit peu moins. Et on reviendra sur les Lakers où ça va un peu pas bien du tout. On ira aussi sur les Warriors, enfin les news un petit peu en vrac comme ça. Le gros débat sur les Milwaukee Bucks, où là, pour le coup, je sais pas qui va le plus mal entre le PSG et les Bucks. On posera la question à 2 fans du PSG, dont un qui était au stade hier soir et qui a dû rentrer la bite entre les jambes. Non. Ensuite, on ira sur la palette, on reviendra sur la meilleure Chevalier. défense. Ouais. Chevalier la palette. Chevalier la palette. On reviendra sur la meilleure défense NBA, le OKC Thunder qui réalise un début de saison exceptionnel, même s'ils ont perdu hier soir. Mais on ira voir un petit peu les rotations, les prises de choix qui sont Tu faites. prends des cours d'anglais toi en ce moment? Hein, pourquoi? Parce que le Thunder, tu l'as bien dit avec Il a toujours bien dit avec la Thunder, langue pour le entrée dans Il y a Thunder. d'autres choses que je dis mal. Hein. Je vous invite à aller voir toutes les interviews en anglais pour vous régaler d'un anglais qu'il ne faut absolument pas pratiquer. Mais oui, je prends des cours d'anglais, on progresse, écoute, tant mieux. Et puis on finira par le quiz avec Steph. Vous voyez, il est en grande forme. Donc je peux vous dire que le quiz, ça va être quelque chose de fort. Tom Servino, j'espère que tu es prêt pour la fin de l'émission. On est prêt par ici. Voilà, la question, let's go. j'attends même pas votre réponse. Allez, on envoie les news. Il y a des réveils qui font du bien. Et quand on se réveille et qu'on voit que Zachary Rizaché a mis 33 points face aux Knicks, Steph, on est ravis de voir Zachary Rizaché sur ce match-là, mais même sur j'ai même envie de dire sur sa dernière dizaine, rentrer clairement dans son rôle de numéro 1 de la draft. Ouais, très content, surpris déjà. Je pensais pas si rapidement voir une énorme perf au scoring de la part de Zachary Rizaché. Il a fait que des choses magnifiques hier. Beaucoup de tirs ouverts à 3 points sur des décalages. On sait qu'il est très fort sur le spot-up tir à 3 points, donc il fait 6 sur 10, des gros pourcentages. Et puis des tirs, à un moment il y a une arabesque main gauche. Il est très bon au contact finalement, Zachary Rizaché. On aurait pu penser que son gabarit, longiligne, un peu filiforme, il allait de temps en temps péter. Finalement, il est très bon quand il va défier les grands dans la raquette. Il a ce toucher qui est bien. Et puis quand il a du jeu rapide, il finit au dunk. Donc énorme perf, surtout il y a victoire. C'est ça qui est bien. C'est quand tu fais une énorme perf. Exactement. Il est bon dans la fin de match. Hein. Ouais, il n'a pas dit important le petit flotteur. Il a un petit coup de chaud deuxième carton. Il fait un deuxième carton plutôt 16 points. Plutôt très sympa, mais voilà, une vraie connexion avec Trae Young, toujours dans les bons espaces, toujours les bonnes prises de décision. Tu sens que c'est un mec qui est cadré, qui ne va pas s'aventurer sur des choses qu'il ne maîtrise pas encore et qui va peut-être maîtriser par la suite. Tout est propre dans le match de Zachary. Et t'as raison de souligner la surprise quand tu vois 33 points. 33 points, il est directement parmi les meilleurs rookies français de l'histoire. On se souvient tous de Rodrigue Beaubois et des 40, les 39 et plusieurs matchs à plus de 30
points pour Victor l'année dernière, mais finalement, marquer 30 points en étant français et rookie, c'est assez exceptionnel. J'aime aussi dans tout ce que tu viens de raconter, la confiance de Zachary. Premier tir du match pour les Hawks, c'est lui. Confiance de Trae Young, qui lui donne aussi des systèmes dans le corner où on sent que le play est dessiné pour lui. Je vois beaucoup de confiance. Et puis un mec qui s'adapte aussi au jeu de la NBA. Franchement, il faut qu'on le dise et qu'on le répète, c'est dur de changer de pays, de continent, d'aller chez des fous américains qui élisent Donald Trump et qui te disent tu vas jouer tous les jours maintenant au basket avec une équipe qui parfois a des absences, avec une adversité qui change énormément d'un soir à l'autre. Il faut aussi pouvoir s'adapter dans cet environnement-là et j'ai l'impression que ce match-là va permettre à ce que tous les observateurs, les fans des Hawks aussi, continuent à apprécier à sa juste valeur Zachary Zaché. Il y a des choses qu'on voit chez Zachary Zaché depuis une semaine, c'est qu'il fait des paniers, il marque oui, c'est merci Steph. Oh, pas le droit à l'erreur ici. Il a des flashs, voire plus que ça même, de joueurs déjà installés comme un vrai joueur NBA. Tu parlais d'arabesque, hier il en a fait, mais il en avait fait avant-hier, il en a fait 3. Voilà, il fait 3. Magnifique. Mais il met des dunks de ouf. Il fait des dunks incroyables. Et c'est là où je veux aller, c'est qu'il a eu cette déclaration que j'ai pas trop comprise. C'est qu'il dit, en France j'étais ultra athlétique. En NBA, je suis average. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Okay. Des mecs comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la ligue. Tant que ça Ouais. Des mecs de 2,07 athlétiques qui jouent 2. Il n'a pas de tant que ça, mais il y a beaucoup d'autres mecs athlétiques. Quand il parle de verticalité, je dis pas que c'est plus athlétique. Il mélange tous les postes. En France, il pouvait paraître comme quand tu regardais un match de Zachary, tu disais oh putain, il a du jus, il va haut. En NBA, tu vas dans n'importe quelle salle NBA, tu vois des mecs qui ont du jus et qui vont haut. C'est ça qu'il veut dire. C'est que il passe un peu plus inaperçu en NBA qu'il était en Ligue nationale de basket. Elle est là la différence. Mais il met des tombeurs quand même. Il va aussi se signaler en continuant à mettre des lay-ups de ouf comme il y a 2 jours, des dunks incroyables, que ce soit en contre-attaque ou sur attaque placée comme il l'a fait hier soir. C'est aussi comme ça que tu montres que tu es un athlète. Moi, le dernier truc que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est qu'il a mis 33 points. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'il passe à 12 points par match. Et immédiatement, il passe meilleur scoreur parmi les rookies. Donc, t'es numéro 1 de la draft. Je trouve que c'est vachement important de pas être largué sur ce type de classement qui, certes, on s'en fiche dans l'histoire et tout, mais il y a une saison à jouer, c'est important. Qui permet d'avoir certains jugements. Mais exactement. Et surtout, cette perf-là, elle valide aussi sa position en tant que numéro 1 de draft. Ça veut dire que, ok, on l'a pris en numéro 1 de draft, on n'avait pas peut-être énormément d'attentes par rapport à ce qu'on avait avec Victor l'année dernière. Il crédibilise le choix des Hawks en disant, ok, ce gamin-là, il a quelque chose et il est capable d'exister dans cette ligue, surtout en étant numéro 1 de draft. Et surtout, moi, je l'avais beaucoup taquiné, mais quand il était en France, j'arrêtais pas de lui dire, va au Thomas, arrête avec va au Thomas. Et là, je vois que dès qu'il veut Thomas, se dire qu'il a quand même la mentalité de il faut que je sois un méchant, il faut que je marque mon territoire. Parce que si tu vas à la fleur au fusil sur des petits lay-ups, bon, tu te fais attraper en NBA. Et là, dès qu'il a l'occasion d'arracher le cercle, il arrache le cercle. Donc j'aime beaucoup cette progression aussi. Et c'est un petit peu énorme. Il y a la défense sur Karl Anthony Towns dans le 1 contre 1. Towns est super fort en plus, comme ça en face-up. Il est agressif et tout. Là, mon gars, il y a une action, il le tient au corps. Il finit par le contrer. Les Hawks récupèrent la balle, il n'y a pas ligne derrière. Ça, c'est des super signaux. Il est beaucoup dans la dissuasion de beaucoup de tirs. Absolument. Il est très bon. Et puis, marquer 33 points dans la course qui est très ouverte sur le rookie de l'année. Ça marque les esprits. On marque les esprits. On va pas vous faire l'offense de vous demander si il va être rookie de l'année, mais en tout cas, rester dans la course. On le dit, cette année, ça va être très ouvert. Et il a aujourd'hui la possibilité de pouvoir l'être. On va voir la suite. Et puis, ça valide aussi le fait de le voir en février All-Star Weekend. Exactement, aussi. Il y a un Français qui a eu une nuit un petit peu plus contrastée, c'est Victor Wembanyama. Une nouvelle nuit un petit peu compliquée. Lourde défaite à Houston et des stats de Victor Wembanyama toujours un petit peu en deçà de ce qu'on attend de lui. On le voit avec 15 points, 6 rebonds, 3 blocs, 6 sur 14, 1 sur 6 à 3 points. Steph, avec Thomas, on a pas mal parlé de Victor Wembanyama depuis le début de saison. J'aimerais avoir ton regard sur ce début de saison de Victor. Écoute, moi j'ai toujours du mal à me réveiller le matin et voir des garçons de 22, de 23 à 40% de réussite au tir. Alors, si tu enlèves les tirs à 3 points, les pourcentages sont bien meilleurs, mais sauf que le problème de Victor, enfin, je sais pas si c'est un problème, c'est que c'est peut-être une volonté des Spurs, Pop l'a dit, c'est qu'il flingue ses pourcentages avec son nombre de tirs à 3 points et son mauvais pourcentage, 21%. L'année dernière, il était à 31, 32. On pensait qu'il allait avoir une nette amélioration parce que d'une année sur l'autre, tu progresses. Et ça le dessert, en fait. Ça impacte ces chiffres-là. Maintenant, sa saison... Il y a quand même des flashs de très très haut niveau, son match à 20 rebonds, son match où il fait 9 contre, il y a quand même mais ça manque de régularité, je trouve. Un garçon comme Victor Wembanyama, avec les attentes qu'on a, ça doit être chaque soir 20 et 10 systématique. 20 et 10 systématique. Maintenant, il y a
contextualiser, Pop qui est malade, peut-être que ça les impacte aussi. C'est possible. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas de news, peut-être qu'eux ont plus de news que nous, et peut-être qu'ils sont un peu plus inquiets que l'on peut être ici en France. Donc il y a ça aussi à recontextualiser. Quand Pop, c'est quand même un monument, c'est Victor Pop, la relation, on la connaît. Donc il y a peut-être ça aussi, ça impacte les joueurs des Spurs, mais même le match collectif des Spurs, il est vilain hier. Il est pas terrible. Ça fait 3 fois qu'ils jouent Houston en 3 semaines. Et ils les ont battus au premier match. Ouais, ça fait 2-1 pour le Rockets, mais j'attends plus de régularité de victoire. Je veux pas dire que son début de saison il est cata, mais putain, il faut que les pourcentages remontent. Cette semaine, on parlait de Victor Wembanyama aussi dans Clutch sur la Wina TV, et Thomas nous a dit ça. Tout le temps, là, on parle de maturité. La maturité, c'est aussi de faire les choses qui marchent, des choses efficaces. Ça veut pas dire que tu peux pas te faire kiffer, ça veut pas dire que tu peux pas prendre un tir du logo un peu plus tard dans le match. Là, il est trop dépendant de est-ce qu'aujourd'hui, je vais mettre dedans? Ah non, bah je vais faire un match à 14 points. Bah non, c'est pas ça la NBA. J'avais l'association que l'année dernière, dans la deuxième partie de saison, il avait compris ça, plus proche du panier, beaucoup de 1 contre 1 qui l'amène sur la ligne des lancers francs parce qu'il est agressif vers le cercle. Là, il est revenu en début de saison avec l'envie d'être un extérieur, un ailier. On s'est marré cette semaine sur Clutch. On vous rappelle, sur la Wina TV, Clutch, désormais, c'est 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, 17h, 18h. Cette semaine, le vendredi, ça sera avec Rémi, Laroukis et Polaire. Donc, soyez bien au rendez-vous ce vendredi. Les gars, j'ai une question pour continuer un petit peu de parler de Wemby. On voit son pourcentage à 3 points qui est familique, hein, à peine plus de 20%. C'est un problème d'adresse pure ou c'est un problème de sélection de tir? Les deux, non? C'est impossible de ne pas les lier, les trucs. Parce qu'il y a beaucoup de tirs à 3 points, comme il y avait aux Jeux Olympiques, grand ouvert quand même. Oui. Où il ne met pas dedans. Donc, c'est pas des tirs. Alors, il y a des tirs complexes à la fin des 24 ou des tirs où il est défendu. Mais il y a quand même un paquet de tirs ouverts qui sont parfois très loin, qui sont pas à 7,23, mais qui sont à 8,50 ou 9 mètres. Il est dans une mauvaise période d'adresse, surtout Victor Wembanyama. Maintenant, est-ce que pour se rassurer, moi aussi j'ai déjà connu des périodes d'adresse, est-ce que pour se rassurer, il faut continuer à prendre des tirs à 9 mètres ou essayer justement de retrouver de la confiance en provoquant des fautes ou en allant près du cercle? C'est une vraie question que tu poses parce que tu vois. Ouais, moi j'ai un coach qui m'a toujours dit ne commence pas tes matchs par un tir à 3 points. Ouais. Parce que t'es un tireur et si tu loupes d'entrée, ça te flingue le reste de ton match. T'es impacté. Victor très tôt dans tous les matchs que j'ai regardés, oui, sûr. Hier, il commence avec un layup par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans beaucoup de matchs, notamment sur les 4-5 premiers matchs de saison régulière, je le voyais, très vite il était à 0,3, 0,4, 1 sur 5 à 3 points. Putain, tu te mets vite struggle quand même en commençant des matchs comme ça. Ouais, même Steph Curry commence pas forcément avec un tir à 3 points. Donc je me dis que quand tu fais 2m24, t'as le droit de consolider ta marque en étant à 4, 5, 6 points avant ton premier tir à 3 points. Et visiblement, lui, il a tellement confiance en lui qu'il va continuer à shooter. Alors, je pense qu'à terme, ce sera une très bonne chose, parce qu'à ce niveau-là de compétition et de niveau de perf, tu dois être en surconfiance tout le temps. Maintenant, la réalité, c'est, tu regardes la feuille de stats, t'as encore un sur 6 hier. T'es à 1 sur 6, c'est cata. Donc, je te rejoins un petit peu sur... il va falloir qu'il ait un déclic dans le jeu. Parce que visiblement, ça se passe pas à l'entraînement. Parce qu'on sait qu'en NBA, ça se passe pas à l'entraînement. Mais il y a un soir où il va être en chaleur et qu'il va en mettre 4 ou 5. Maintenant, le problème, c'est que pour le scouting adverse, vu qu'il est à 21%, ils vont forcément lui permettre de tirer à 3 points. Parce qu'ils se disent, si on va le chercher très haut, il va nous détruire à l'intérieur. Donc peut-être qu'être à 21% à 3 points va permettre aux défenses de s'adapter et de lui dire, vas-y, prends-les, tu mets pas un tir. Et comme ça, si tu mets pas des tirs, au pire, tu nous feras pas manger dans la raquette. Un des trucs qui me gêne aussi, parce qu'on est sur Victor, et c'est toujours intéressant, c'est qu'on voit que les défenses s'adaptent maintenant. On met plus le pivot d'en face sur Victor, parce qu'on sait que c'est trop compliqué pour les pivots de défendre sur lui en bugne à bugne. Par contre, on lui met des postes 3-4 petits, et lui, la réponse qu'il a, c'est dribbler et shooter externe. Alors qu'on aimerait qu'il aille les punir un peu plus à l'intérieur. Bon, en tout cas, on a l'impression qu'il se cherche encore. De toute façon, c'est que sa deuxième année. On rappelle que c'est un joueur de 21 ans encore. Donc, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on a des attentes de All-Star pour Victor. Et il prend un peu de retard. Et quand là c'est peut-être encore un peu tôt, mais il y a du retard, que ce soit collectivement en termes de victoire et en termes de chiffres. Ouais. Allez, voilà. On suivra en tout cas les prochains matchs, évidemment, de Victor. Et puis le cas Popovic, qu'on espère revoir rapidement sur le banc. Messieurs, pour la prochaine news, c'est vous qui allez choisir. Les Warriors ou les Lakers? Les Warriors, on est là pour parler positif. Ah, très bien. On va aller sur les Warriors, parce que les Warriors sont l'une des belles surprises de ce début de saison. On les imaginait accrocher un play-in si tout allait bien. Que nini. Ils sont dans le haut de la conférence Ouest et ils sont allés gagner hier soir sur le parquet du TD Garden chez les Celtics, certes privés de Jalen Brown, mais il n'empêche, Thomas,
énorme prestation des deux côtés du terrain de la part des Warriors. Ouais, absolument, faut pas mettre en perspective le fait qu'il n'y ait ni Porzingis ni Jaylen Brown. Non, il n'était pas au complet. Et alors, ça reste une bête d'équipe de basket, une équipe qui se connaît à merveille, tout simplement, avec un jeu qu'on connaît tous très bien. Les Warriors, hier, ils font un énorme match des deux côtés du terrain. Alors, il y a beaucoup de points, mais dans les moments importants, ils sont capables de faire des stops, moi, qui me bluffent. Steve Kerr a réussi, en ce début de saison, à créer un vrai collectif et une alchimie de défense. On a vu que Steph Curry a raté des matchs à cause d'une blessure à la truc. Ils ont continué à gagner. Buddy Hield vient d'arriver, Klay Thompson était parti, on se posait des questions. Buddy Hield, il est arrivé, mon gars, il s'est mis dans les fauteuils, il a tous les mêmes systèmes, il est exceptionnel. Hier, dans la fin de match, il est incroyable. Il met un dagger terrible. Hein. Je crois que Klay Thompson a laissé ses mains dans le vestiaire, dans le locker room. Buddy Hield a pris son casier, hop. Je les trouve magnifiques, je vois du sourire, je vois une équipe enthousiasmante, et cette victoire, elle vient valider un excellent début de saison. On aurait dit la même chose s'ils avaient perdu hier, mais en gagnant chez le champion en titre comme ça, dans cette manière, avec un money time de fou et un super match hyper accompli, j'ai envie de dire bravo. Si j'avais été fan des Warriors, je serais comme un fou, clairement. Steph, il y a toujours ces formes de jeu, ce basket de mouvement, de passing game, mais c'est surtout, on oublie presque, la deuxième meilleure défense NBA sur ce début de saison. Ils défendent dur. Après, ils ont des garçons capables de défendre. Quand tu as des Moody, Moses Moody, Kuminga, Draymond Green, on connaît ses qualités défensives. C'est des garçons qui sont capables de faire des stops et de tenir des duels. Donc ça, c'est déjà l'ADN du basket. Vous avez vu hier Steph Curry, les pelés défensifs. Oui, incroyable. Et Steph Curry, il s'y met. Alors, parfois, il est en déficit de gabarit et tout ça, mais ça arrive. Mais il fait les efforts, en fait. Il est dans le truc et il est dans le moule de cette équipe-là. Donc bravo Steve Kerr. C'est une équipe qui est plaisante à avoir joué. Ils ont Buddy Hield. Steve Kerr a dit allez Buddy, va mettre le feu. Hop, il arrive avec son bidon. Hop, putain, qu'est-ce qu'il il filoche. Incroyable. Il filoche comme un porc. Et puis marche à la confiance, de toute façon, Buddy Hield. Et puis t'as des gamins qui sont encore dans leur progression. Je vais écorcher son nom. Podziemski. Voilà, Podziemski qui est très bon quand il sort du banc. Il y a des mecs qui sont bons. Tout ça. Jackson Davis, mais ce sont des mecs qui sont là depuis maintenant 2, 3, 4 ans, qui connaissent la façon de jouer de Steve Kerr, qui rentrent dans le moule des Warriors. C'est pas des mecs qui arrivent, mis à part Buddy Hield, mais Buddy Hield, il a pris le rôle de Klay Thompson, il sait qu'il est là pour bombarder, il a fait ça toute sa vie. Mais sinon, c'est des mecs qui sont là, il y a ce vivre ensemble qui est là depuis un bon moment aussi. Kuminga, Moody, à un moment donné, ça grogne un peu, quand est-ce qu'on joue pas. Et ben là, vous jouez les mecs, et vous êtes bons, donc bravo, c'est une énorme victoire. Énorme crédit à Steve Kerr pour un truc. Non, parce que j'ai ma prochaine question sur Steve Kerr. Vas-y. Bah oui, bah écoute, énorme crédit pour Steve Kerr pour un truc simple, c'est que... C'était son retour hier où il retrouvait Jason Tatum. Ouais, grave. Bah oui, t'as raison, il y a eu beaucoup de mèmes et tout, on a beaucoup rigolé, mais quand Steph s'est blessé, il a changé le 5. Il s'est dit, Buddy Hield, je le mets dans le 5. Non, finalement, Kuminga, je vais le sortir du banc. Enfin, il va sortir du banc pour rééquilibrer mon 5 majeur. Ils ont continué à avoir la même intensité et à continuer à gagner. Donc, dans les débats qu'on s'est posés, est-il surcoté et tout, je tiens quand même à dire que je trouvais ça un peu abusé il y a 2-3 semaines et que même si c'est que 8 matchs, que c'est qu'un début et que ça veut absolument rien dire pour les résultats en fin de saison, je trouve qu'il s'est remis à coacher, si on peut le dire comme ça. Ah, il a enlevé les équipements anti-USA, bon, ça va mieux. Et puis surtout, l'info de ce début de saison, c'est que Steve Kerr, il s'est coaché à 11. C'est quand même incroyable. Les Warriors jouent à 11 et le 10e, 11e, ils jouent 15 minutes minimum. C'est vrai que tout le monde C'est quand même c'est quand même très rare, voire quasiment du jamais vu, de coacher à 11, avec 11 mecs qui jouent vraiment. Ouais, t'as raison. Tu sais, quand il a pas réussi à Timuer. Après, c'est quand même plus facile quand tu sais que ton 9e, 10e, 11e sont prêts à accepter de jouer 8 et c'est pas Jason Tatum, quoi. minutes, et que si c'est Jason Tatum qui joue 8 minutes, c'est plus complexe en fait. Hier soir, le plus petit temps de jeu, c'est Waiter the Third qui joue 14 minutes. Ouais, c'est fou. C'est Moody qui joue 13 dans le 5. En plus, t'imagines ? Incroyable. Il y a un vrai turnover. Il arrive un peu à l'image du Paris Basketball, tu sais, à enchaîner les changements et tout, et que l'intensité reste la même. Je voulais quand même vous faire un petit... je sais pas si vous avez vu cette action. À un moment donné, Steph, il fait une passe à Draymond Green dans le money time. Il est tout seul, Draymond Green. Il y a Buddy Hield qui arrive en mouvement là, à 45 pour faire un droite-gauche. Il refuse de lui faire une extra passe. Il envoie un airball, mon gars. Mais un airball, genre, comme ça. Mais un airball de l'espace. Bon, l'avantage, c'est qu'il y avait Kevin Looney qui arrivait, hop, il a marqué un petit layup main gauche, et derrière, les Warriors ont gagné. Mais alors, l'image, elle est dingue. Kevin Looney, toute sa vie, il prendra des rebonds. Hier, il est bon. Hier, il est très bon. Tu peux voyager avec lui. Les Warriors enchaînent les changements donc pour jouer à 11 joueurs. Les Lakers, eux, enchaînent les défaites. 4e défaite en 5 matchs. Ça s'est passé hier soir du côté de Memphis. Défaite belle doudoune, même j'ai envie de dire, 131-114. Jaren Jackson Jr. MVP du match. LeBron James, 39 points, certes. Sans Anthony Davis, les Lakers, on était dithyrambiques. Là, on est redescendu sur terre rapide. C'est simple, on s'était dit quoi, Erwan ? Il y a un road trip de 5 matchs. On verra à la fin. Ils font 1-4. Bon,
Voilà, ils sont retournés à leur place, ils sont à 50% de victoire, 4 victoires, 4 défaites. Anthony Davis a mal au pied hier, il s'est échauffé le matin, tout le monde s'est dit il va peut-être jouer, tous les copains de la fantasy. Je vais le laisser, boum, finalement, il joue pas. On se dit LeBron va prendre le leadership, il fait un énorme match. LeBron, vraiment la première mi-temps, il est incroyable et tout, sauf que t'es trop court, voilà, l'équipe elle est trop court, Jackson Hayes, il peut rien faire. Mais bon, offensivement, c'est quand même très frustre. Voilà. Mais est-ce que c'était pas sur régime le début de saison? La hype du début de saison, AD qui est exceptionnel et tout ça. Maintenant, je rejoins Thomas, ils sont à leur niveau, 4-4 en fait. Oui. Ils sont à leur niveau. Goûter, un bilan de goûter. Mais non, on a dit, moi j'ai... À 4-4. À 4-4, ouais, ça marche. On a dit qu'ils seraient à 40, comme l'année dernière à 46 victoires. Voilà, ça marche. 46 victoires, voilà, ils sont à 4-4, ils ont bien débuté. Il faut un road trip. On sait combien c'est difficile un road trip de toute manière, on va pas réinventer. Il y a des défaites qui font mal, tu perds contre les Pistons, les machins, donc... Voilà, écoute, ils sont à 4-4, ils vont retourner à la maison, à eux de réinstaurer une dynamique, parce que là, c'est un peu malaise. Aux inquiétudes liées à ces nombreuses défaites vient se lier une nouvelle inquiétude, c'est l'absence d'Anthony Davis. Et Tom, Anthony Davis, quand il commence à être absent, forcément... ça fait tourner les têtes. L'année dernière, il a été plutôt réglo de ce point de vue-là, donc j'ai envie de dire que c'est pas grave, parce que il est en détoudé, on le voit dans le tableau. Exactement, il s'est fait mal sur le match précédent, il s'est échauffé juste avant ce match à Memphis. Lui avait dit je jouerai et tout. Je pense qu'ils ont voulu prendre le moins de risques possible, ce qu'on peut comprendre. A priori, pour les 3 prochains matchs qui se dérouleront à la Crypto.com Arena, il sera là et il sera de ce niveau qui est clairement un niveau de MVP. Ils ont besoin de ça, sinon ils pourront pas gagner de match. Hein. Dans le vestiaire, il y a un journaliste qui posait la question à LeBron sur si AD est blessé, et t'entendais AD dire je serai pas out, gros, je vais jouer. Donc je pense que on est plus sur de la précaution, parce que AD, tu l'as dit, fait un début de saison MVP. Clairement. Rien à dire, il est exceptionnel des deux côtés du terrain, donc besoin de road trip, la fatigue emmagasinée, donc on va le récupérer pour les 3 matchs de suite à domicile. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le récupérer, c'est Joel Embiid. On va enchaîner avec la news d'après. Suspendu 3 matchs après l'altercation avec le journaliste Marcus Hayes. Samedi d'ailleurs, on sortira une vidéo spéciale autour de toute cette affaire. On en avait parlé lundi dans la Libre Antenne. Il y a un avocat qui habite à Philadelphie, un Français, qui nous avait appelé. Vraiment séquence exceptionnelle. Donc c'est à retrouver samedi 10h sur la chaîne YouTube pour revenir sur toute cette affaire. Steph, nous en a parlé. J'aimerais avoir ton avis, toi en tant que joueur, de savoir comment quel est ton regard sur cette altercation avec Joel Embiid et un journaliste. C'est toujours vilain déjà, c'est toujours vilain. Maintenant, pas bravo le journaliste. Ça a été dit partout déjà, c'est que ton boulot c'est de parler des performances de Joel Embiid, des performances des Sixers, de ce qui se passe éventuellement dans le vestiaire et sur le terrain. À partir du moment où t'attaques la famille, tu commences à parler de ses enfants, de son frère, là t'es hors sujet. T'es hors sujet. Après, Joel Embiid est responsable aussi, il n'a pas à réagir comme ça, de cette manière-là, avec violence, entre guillemets, c'est-à-dire une altercation physique. Mais tout part de ce journaliste-là. Maintenant, Joel Embiid, il y a beaucoup d'histoires, et tu l'as dit très bien dit dans ton édito, beaucoup d'histoires hors terrain. J'ai envie de le revoir jouer au basket, parce que c'est un formidable joueur de basket, et j'ai envie de le voir performer sur le terrain. Ça fait beaucoup pour Joel Embiid en dehors de basket. Moi, j'ai envie de le voir jouer. Maintenant, c'est une histoire qui est malheureuse, qui sera réglée. Après, il y en a un qui est suspendu, un autre qui continue d'écrire des papiers dans le journal. Donc, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Je suis pas sûr je sais pas si l'NBA peut suspendre ou on leur peut-être priver de ça. Mais... Enfin, il y a un patron quand même au-dessus du journaliste. T'as pas tort. Et tu peux aussi couper les accrèdes. Hein. C'est comme ça que tu peux faire. Est-ce que toi, t'as déjà eu une embrouille avec un journaliste frontal comme ça dans ta carrière? Non. Jamais? Bon, ça me parle pas. Après, tu penses à quelque chose non, pas du tout. J'ai pas d'idée en tête. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les journalistes. J'étais un bon client avec eux et eux me cassaient pas les. Si, il y a Florent Baudin qui a failli en prendre une un jour, mais. J'ai jamais eu de problème. Il y en a un quand même qui a failli prendre un truc. Non, c'était sur un tweet. C'est sur un tweet? C'est pas un article. On embrasse Florent Baudin qui fait des super documentaires. Pas simple à faire comme transition. Transition peut-être plus facile avec Vince Carter qui a eu son maillot retiré, donc pas à Brooklyn du coup, enfin aussi, mais surtout du côté de Toronto. Et elle est belle l'histoire, la boucle est bouclée enfin Thomas. C'est ce qu'on s'est dit quand on a vu cette cérémonie. Le maillot 15 de Vince Carter avec le logo des Raptors qui monte comme ça dans cette arena. Moi c'est la sensation que j'ai eue, c'est la boucle est bouclée, il y a eu de l'émotion. Finally, quelque part, 25 ans plus tard, la vraie première star des Raptors qui a mis la ville de Toronto en NBA sur la carte.
c'était logique qu'à un moment donné ça arrive. C'est juste que c'était très long au vu de la brouille de son départ. Ça a été très compliqué. Il a été sifflé dans ses retours. Ça arrive finalement assez souvent, ce type d'histoire-là. Quand t'aimes d'amour un joueur et que tu sens que il a plus forcément la tête à toi parce qu'il est parfois blessé, parfois moins motivé et qu'il a besoin d'un nouveau challenge qui arrive dans une carrière, et ben t'as tendance à lui en vouloir. Bah écoute, là il est revenu de la plus belle des manières. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'applaudissements. C'était un très bon moment et moi j'aime quand les stars sont célébrées de cette manière. Les Américains sont trop forts pour ça. Voilà, tu sens que malgré les strass, les paillettes, le cash et tout, etc., tout ce qu'il y a autour, là c'était un moment vrai pour Vince Carter. Steph, c'est les moments qu'on aime, ça. Ouais, des moments qu'on aime. Déjà, on avait vu son émotion quand Masai Ujiri sur un playground de Toronto lui annonce que son maillot va être retiré. Donc tu savais que ça allait être une soirée à émotion, amplement méritée. Moi, tu me dis Vince Carter, alors, je te dis pas Dallas, je te dis Toronto. Trop de moments iconiques avec les Raptors, ce concours de dunk exceptionnel, son association avec T-Mac. Et oui, Thomas l'a dit, un départ, forcément, il y a toujours un peu de rancœur des supporters ou même des dirigeants. Mais après, avec le temps, ça s'estompe tout ça et on arrive à reconnaître à sa juste valeur ce qu'il a fait pour cette franchise-là. Donc, mérité. Et puis, c'est un être humain d'exception, Vince Carter. Très bon smart. Ouais. Très smart, t'as raison de préciser ça. Drafté en 98, on s'en souvient, il fera 7 ans aux Raptors. Et puis son pic avec cette équipe des Raptors, on se souvient en 2001, cette série de playoffs face à Iverson, avec ce match 7 où on se souvient, il était parti aller se faire déjà retirer un maillot du côté de North Carolina contre l'avis de sa franchise. Et ensuite, ils avaient perdu ce match 7. Un match encore bien à la saga. Hein. Clairement, un match qu'on pourra trouver dans les Legacy Games, clairement. Et je vous invite à aller voir quelques vidéos YouTube highlight de Vince Carter à North Carolina. Il y a des moments incroyables. Ouais, il est avec Anton Jamison et Julius Pepper. Le fameux, ça fait 2 fois qu'on en parle cette semaine. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Salt and Pepper. Salt and Pepper. Là, c'était juste Julius. Voilà. On a fait le tour dans les news et on va ouvrir le grand débat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et pas que des bonnes. C'est sur les Milwaukee Bucks où rien ne va plus. Faites vos jeux. Le début de saison des Milwaukee Bucks est inquiétant, voire affligeant, si on veut aller vraiment loin dans le putaclic, mais on n'est pas ces gens-là. On va quand même se faire déjà en tableau le bilan de ce début de saison pour avoir quand même des chiffres. 1 victoire, 6 défaites, 22e attaque, 21e défense. Messieurs, avant qu'on aille sur le détail du pourquoi du comment, on est quand même loin des attentes qui étaient faites autour de cette équipe-là il y a 3 semaines à peine. Moi, ta question, est-ce que c'est inquiétant ou infligeant? Les deux, hein. C'est très inquiétant parce que les bases ne sont absolument pas, ne vont pas dans le bon sens. Et puis les résultats sont catastrophiques. Les Bucks et les Sixers dans les 2 dernières places de la conférence Est, franchement, malgré les blessures, les machins et tout des Sixers, on pourra en discuter. Eux, les mecs, ils jouent. Hein. Yannis est là, Damian Lillard est là. Ils sont peut-être pas au top, mais les mecs sont là avec des performances à plus de 30 points, avec des matchs serrés. On pourrait se dire, ils ont tenu tête aux Cavs, ils sont toujours invaincus à 9-0. D'accord? Mais ils sont... 2 fois, en plus, t'as raison. Mais ils sont à 1-6. Et pour une équipe qui vise le titre, qui a toujours l'ambition d'être la meilleure équipe de la conférence Est chaque année depuis que Yannis est devenu MVP, bah je trouve ça pas inquiétant, affligeant, catastrophique. Si j'avais été fan des Bucks, j'aime bien me mettre dans cette position-là, mais gros, j'aurais pris un flingue, peut-être pas un flingue, mais le napalm, mais j'aurais tué tout le monde. Donc moi je trouve ça très triste. J'espère pour eux qu'ils vont se remettre en place, ils vont se remettre à bosser. Plus qu'en place même. Steph, c'est juste un mauvais départ ou en fait le mal est plus profond? J'ai l'impression que c'est un peu plus profond que ça. Et Thomas a raison de dire que les mecs jouent en fait. Il n'y a pas vraiment d'excuse. Middleton pour moi n'est pas une excuse. Quand t'as Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo qui sont à 100%, qui sont 2 superstars de la ligue, t'as pas le droit de perdre contre Brooklyn, t'as pas le droit de perdre contre Chicago parce que c'est les 2 défaites les plus tâches du début de saison. Tu perds 2 fois de la possession contre... Memphis, c'est minable. Hein. À Memphis. Dans l'attitude. Oui, dans l'attitude. Mais Memphis est une équipe supposée supérieure à Brooklyn et Chicago. Les Sixers, moi je leur donne les excuses de Paul George et de Joel Embiid. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je leur donne pas d'excuses à Milwaukee sur ce début de saison-là. Inquiet parce que les attitudes sont mauvaises. Il y a pas de joie de vivre. Il y a pas de tout le monde fait la gueule, ça baisse la tête dès qu'il y a un petit run sur l'équipe d'en face. Ça baisse la tête. Il y a pas de réaction de fierté. Il y a pas de réaction d'orgueil. Les temps morts, mec, c'est les temps morts des pompes funèbres. Non mais sérieusement, vous avez déjà vu un sourire dans cette équipe? C'est pas des temps morts, c'est des enterrements le truc. Vous avez déjà vu un sourire dans cette équipe-là? Plus depuis longtemps. Mais on en parlera plus tard. Bon, il y a un garçon qui incarne de ça, c'est Damian Lillard. On va y revenir sur Damian Lillard. Je veux d'abord aussi, il y a un autre qui cristallise quand même beaucoup ce mauvais départ des Bucks, c'est Doc Rivers.
c'est Doc Rivers. Et on va voir le bilan de Doc Rivers depuis qu'il est arrivé. C'est 20 victoires, 29 défaites, une élimination au premier tour l'année dernière, on s'en souvient, en playoff face à Indiana. Doc Rivers, on est quand même forcé, encore une fois, de le pointer du doigt, Stephen. Ouais, mais je trouve que c'est une cible trop facile. Tu trouves? Pourquoi? Sur ce Okay. début de saison, c'est une cible trop facile pour moi. Alors, il y a des griefs qu'on peut avoir sur lui, qu'il est peut-être surcoté, qu'il fait sa carrière de coach par rapport à son titre des Celtics. Que des vérités que tu viens de dire. Ouais, sauf qu'à un moment donné, j'ai pas envie de... Parce que pointer Doc Rivers, ça veut dire dédouaner les joueurs sur le terrain. Moi, je peux pas dédouaner ce que je vois de Damian Lillard depuis le début de saison. Quand je vois Dennis Schroeder lui en mettre 30 sur la truffe, quand je vois Ja Morant faire triple-double, quand je vois Darius Garland mettre 40 pions sur sa gueule, c'est pas Doc Rivers, quoi. À un moment donné, c'est toi et ta conscience professionnelle, être capable de tenir des 1 contre 1, pas te faire chier dessus par tous les meneurs de la ligue depuis le début de saison. T'es Damian Lillard, tu mets des points, c'est super, même s'il y a un match, il a fait 4 points, il a été honteux contre Memphis. Doc Rivers a sûrement des carences de coach, c'est à lui ou peut-être d'insuffler quelque chose. Mais à un moment donné, il y a une responsabilité individuelle, les mecs. Toujours. Il y a une responsabilité individuelle. Tu t'acceptes tous les soirs de te faire casser la bouche par tous les meneurs de la ligue. Après, est-ce que moi, mon attente sur Damian Lillard, elle est pas qu'il tienne les mecs. Il savait très bien quand en amenant un mec de 34 piges tourné vers l'attaque qui a jamais vraiment défendu dans sa carrière, il avait pas lockdown les meilleurs meneurs. Je te rejoins. Je te rejoins, mais je veux dire, c'est une constante depuis quelques temps. Moi, mon gros problème, pour revenir à Doc Rivers, c'est qu'il y a un autre mec qui était là avant, qui avait exactement le même effectif, qui a été viré, Adrian Griffin, donc, avec un bilan de 30 victoires et 13 défaites. Donc, moi, je suis quand même le premier partisan à dire que tu me donnes un effectif en fonction du coach que tu mets en place, il y aura une expression collective des résultats qui seront très différents. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Oui, ils détestaient Adrian Griffin, clairement, ils ont savonné la planche, Giannis apparemment le détestait, ça se passait très mal dans le vestiaire. C'est une chose, moi, que je considère assez forte si ta star n'aime pas le coach pour virer le coach. Je peux vraiment en discuter. D'ailleurs, quand il était parti, on était tous plutôt d'accord avec ça. Peut-être que Giannis, à cette époque-là, avait pas fait le deuil de Mike Budenholzer, en fait. Et que Griffin est arrivé et que ça a fait trop de changements. Mais ils l'ont choisi, ce mec-là. Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que derrière, tu vas chercher Doc Rivers. Quelle a été notre réaction l'année dernière quand Doc Rivers est arrivé? Mais ils s'en foutent, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? On le sait très bien, il est nul. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Je l'ai appelé l'escroc. Pour moi, c'est un escroc. Il est catastrophique. C'est Chikambougou. Oh non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il va faire si dans l'histoire? Un escroc. Oui, c'est vrai. On avait tous été surpris qu'ils aillent chercher Doc Rivers à ce moment-là de la saison. Et on est surtout on avait été encore plus surpris du contrat. 40 millions sur 4 ans. Donc ça veut dire que là, ils ont quand même un coach que si tu dois t'en séparer, c'est que tu vas devoir sortir une nouvelle fois un énorme cocher. On a quand même une déclaration de Doc Rivers qui est quand même au cœur des critiques et qui prend beaucoup de choses sur lui. Perdre, c'est frustrant, mais on fait ce qu'il faut. On bosse pas assez sur le repli défensif. J'en reviens toujours à moi. Il y a quelque chose qu'ils n'entendent pas. Je dois faire mieux. Tout est de ma faute. Et tant qu'on ne trouvera pas la bonne solution. Bon, on a l'impression que c'est un petit peu... C'est Luis Enrique. C'est un petit peu un discours écrit ta lettre de là au président et va-t'en, gros. Hier, c'est ça. Hier, ouais, non, ils feront pas ça. Bah oui, merci. Hier, sur les réseaux sociaux, on vous a posé une question. Faut-il se séparer de Doc Rivers? Et voilà ce que nous avait répondu. Thomas, je te laisse prendre les commentaires. Allez, vas-y. Bon, je vais vous le dire très clairement. Tout le monde était dans le sens du oui, bien sûr. Il y a Loulou qui nous dit oui, l'absence de Chris Middleton n'explique pas tout. Un bilan négatif, aucune amélioration dans le jeu. Les Bucks doivent assumer de s'être plantés 2 fois de suite de coach. Par contre, Giannis a pointé du doigt aussi sur l'arrivée du Doc. Impossible qu'il n'ait pas validé cette piste. Ok, on enchaîne avec Armand qui nous dit oui, pour moi, il n'aurait même pas dû l'embaucher la saison dernière. Il n'a plus sa place sur un banc NBA, il n'a plus aucune idée de jeu. J'espère qu'ils vont vite le mettre à la porte. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose, un 5e coach en 2 ans? Vraiment, il dit d'autres vérités. Et un autre, ça c'est Amaury aussi, ça c'est sur Instagram, le José Mourinho de la NBA n'aurait déjà dû pas être nommé. Il a un gros contrat courant jusqu'en 2027. La franchise paye encore celui de Adrian Griffin jusqu'à la même date. Les Bucks enchaînent les mauvaises décisions depuis le trade de Holiday. Il va falloir prendre les bonnes décisions, sans quoi il pourrait vite perdre Giannis. J'aime bien dans ces commentaires, on parle depuis le trade de Holiday, mais moi je vais aller un peu plus loin depuis qu'ils ont été champions en 2021, victoire 4-2 face aux Suns. Il y a quand même eu 4 coachs. Il y a quand même eu 0 finale de conférence, 2 sorties au premier tour des playoffs et un trade pour un mec qui avait incarné justement ce que étaient les Bucks. C'était Jrue Holiday pour aller chercher quelqu'un qui n'incarne en aucun cas les valeurs des Bucks. Là où tu as raison, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce que tu viens de raconter chronologiquement. En fait, ils ont tout fait péter pour un échec en play-off. En fait, ils ont tout fait péter parce qu'il y a eu une élimination au premier tour contre Miami. C'est-à-dire que
Les mecs ont pas pris du recul en disant ok, on a été champion, on vient de sortir au premier tour contre Miami, ok, ça arrive en fait, ça arrive, on n'a pas tout mis à la poubelle, ça fait pas 5 ans qu'on est mauvais, et ils ont tout fait péter. Mike Budenholzer qui est plus ou moins parti, viré, ou lui se sentait plus. C'était la fin du cycle, on va dire. C'était la fin du cycle. Oui. Mais le pire de tout, ça a été de penser que de faire partir Jrue Holiday, qui est déjà très proche de Giannis Antetokounmpo, que ce trade avait été fait dans le dos de Giannis, parce que si tu vas voir Giannis en disant on va trader Jrue, il va te dire ah ouais gros, une petite talonnade à la tête, vas-y trade-le, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis après, on va pas non plus dire qu'on avait tout vu. Rappelez-vous quand Lillard arrive à Milwaukee, on est tout excité, c'est normal. Et excité sur waouh, le binôme Plus de que quand Doc l'espace. Rivers arrive, ça c'est sûr. Hein. Le binôme de l'espace, ça va être indéfendable. Mais en fait, ça ne Binôme, on marche l'a pas. jamais vu pour l'instant. Hein. Mais c'est 1 plus 1 en fait. C'est pas 2. C'est qu'il y a rien, il y a pas de connexion entre les deux. C'est un tour moi, un tour toi, un tour moi, un tour toi. Il y a jamais, on disait pick and roll indéfendable. Enfin, où il est où le pick and roll? Moi, Faut-il encore les jouer? Je peux défendre hein, le pick and roll. Et puis, quand tu regardes ces Bucks, mec, elle est boring cette équipe en fait, parce que tu vois toujours ce bon vieux Bobby Portis, tu vois ce bon vieux Brook Lopez qui commence à faire son âge et c'est plus le Brook Lopez qui était le rempart défensif et il est à la rue sur les replis défensifs. Et puis c'est très faible derrière les Marjon Beauchamp, les Edgy Green qui a eu un petit coup de chaud contre Cleveland, mais sinon c'est faible. Bon, ouais. Les Delon Wright c'est faible. Donc tous ces gamins qui sont là depuis pas mal d'années où tu Delon Wright il a 55 ans. Oui, non mais je te parle de Beauchamp, je te parle de Edgy Green, tous ces garçons qui sont là depuis 2-3 ans. On le voit le roster là de l'équipe. Qui sont là depuis 2-3 ans en disant ça y est à un moment donné ils n'y arrivent pas, c'est faible, gros. Le banc, il est faible, gros. Moi, ce que j'entends, et je vous rejoins sur un truc, c'est qu'on n'a pas cité son nom, mais c'est... John Horst, baby. John Horst, bien sûr. J'allais y arriver, mais... John Horst, 2010. Prends ma place, hein, tant que tu y es. Il est imbattable, Horst. Il cristallise. Enfin, Doc Rivers, pour répondre à la question, oui, il doit être viré, quitte à payer. À un moment donné, c'est la NBA, ils font des milliards, vire-le si tu veux pas que ta star se barre. Mais on en discutera après. John Horst a été exécutif de l'année en 2019 quand il est arrivé. Ils avaient fait 60 victoires. Bud a été là, il travaillait main dans la main. Ils font le coup de Jrue Holiday pour Eric Bledsoe. Ils ont réussi à ce que Chris Middleton enchaîne des matchs sans se blesser. Il y a eu un moment donné où vraiment, le socle était assez fort et assez fiable pour retourner en finale NBA, ce qui est l'objectif quand t'es champion pour la première fois comme ça. Le problème de John Horst, c'est que derrière, il n'a pas eu la suite dans les idées. Il n'a pas réussi à donner à Giannis de nouvelles armes pour relancer les blessures. Enfin, tu vois, les blessures pour contrecarrer les blessures. Donc, sous-entendu, Chris Middleton, qui est encore dans l'effectif, c'est une catastrophe. Je sais qu'ils ont essayé de le trade. Pourtant, il était bon sur les playoffs l'année dernière. Chez First Team, on est très inquiet pour Chris Middleton, donc on vous fait passer ce message. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des nouvelles de cet homme, appelez-nous rapidement. N'intervenez pas tout seul, ça peut être dangereux. Pauvre Chris. Mais voilà, ben oui, pauvre Ça Chris. fait 2 ans. Parce que sur les playoffs, quand il n'y a pas Damian Lillard et quand il n'y a pas Giannis, il est très bon. Hein. Mais oui, mais c'est un bête de joueur. 2022. C'est un bête de joueur, c'est même pas le débat. C'est même pas le débat. Non, t'as raison, c'est pas le débat. Des deux chevilles. C'est le problème de Chris Middleton, c'est que aussi bon soit-il, il ne joue pas. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui ne joue pas. Vaut mieux un joueur qui soit moins bon, mais qui joue au moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui? C'est Kate Middleton en ce moment, c'est pas... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. C'est une très bonne blague. Vous parliez de que cette équipe-là, les stars jouent. Et on va voir les stats de Damian Lillard. Okay, il est dans ses standards. Mais là, cette année, il est super fort. Mais il est très fort. On le voit. Regarde. 31 points, 31 points, 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 63% pour Giannis, 27, 4, 6, 45% pour Damian Lillard. Donc t'as tes deux stars, et c'est ça qui est incroyable, quand tu disais que c'est pas 2, c'est 1 plus 1, c'est que tes deux stars, elles fournissent, elles sont dans ce qu'on attend d'eux individuellement, mais par contre, ça ne diffuse rien sur le collectif. Aucune complémentarité. Et ça fait quand même un petit moment maintenant qu'ils sont ensemble. Et c'est pour on ça n'est plus dans l'adaptation. Et c'est pour ça que moi, au début de l'année, j'avais dit, les Bucks, c'est ma petite curiosité de voir Doc Rivers qui redémarre, qui font un training camp, qui travaille, qui est supposé travailler. C'est le seul moment de la saison où tu peux travailler sur le training camp. Je me dis, tiens, je suis curieux de voir Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo. Les mecs, waouh, mec, c'est triste à mourir, Damian Lillard. Les stats sont folles, mais je crois qu'à 3 points, c'est pas terrible, non? Je sais pas, je vais te... Et puis, il y a un autre mec. Moi, je pensais être un très bon trade, qui est Gary Trent Jr., qui a 40% à 3 points. Arrête. Si, en 6ème, même. Il est pas 6ème, il est titulaire. Oui, mais Chris Middleton n'est pas là, Erwan. Quand tu récupères Gary Trent, qui est free agent, tu lui donnes un contrat minimum, c'est un mec qui a 14 points de carrière à Portland, qui a 40% à 3 points de moyenne. 39% Lillard à 3 points cette saison. Qui a 40% Gary Trent, et là, il met pas un pied devant l'autre. Moi, j'ai un gros souci sur... Ça pas Gary Trent, en fait. Si, mais pas dans ce rôle-là, pas dans cette équipe-là, en fait. Bon, 6ème même si, ça va, non? Mais non, en fait, c'est intéressant que vous parliez de Gary Trent parce que... Tu préférais Mike Beasley? J'y arrive. Qui a Détroit maintenant et pas pour rien.
C'était quoi les Bucks en 2021? C'était une équipe, alors Giannis au prime, Budenholzer était là, c'était une équipe, surtout l'ADN, c'était une équipe violente, dans le bon sens de dire. Ils cassaient des gueules, ils faisaient mal, ils étaient durs. Tu te faisais éliminer par les Bucks en playoff, mais tu rentrais dans la glace, t'avais mal de partout. Il y avait une vraie ADN, une défense, une dureté. On est en 2024, hein, c'est 3 ans plus tard à peine, et Giannis est dans son prime. Il n'y a plus rien, ils ont tout perdu. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ceux qui sont encore là du titre, Pat Connaughton, Bobby Portis, Brook Lopez, au-delà de l'âge qu'ils puissent prendre, il n'y a pas une usure aussi de se dire on a été champion et depuis en fait il se passe beaucoup trop de choses pour qu'on puisse être encore engagé dans ce projet-là. Est-ce qu'il n'y a pas une usure aussi de certains cadres second couteau? Il y a peut-être une usure. Moi, j'oublie pas que quand tu arrives en playoff blessé et que tu te fais sortir au premier tour, ça te met toujours un coup d'arrêt. Après, il faut se relancer dans une nouvelle saison, alors qu'en saison régulière, ils ont toujours plutôt assuré. Moi, le souci, et ça va se rejoindre sur ce que tu es en train de dire sur les seconds couteaux, c'est que, ok, t'as 2 stars. T'as Lillard, tu connais ses qualités, ses défauts, incroyable attaquant, shooter, clutch. Par contre, en défense, il est faible. T'as Giannis, tu connais ses qualités, athlète incroyable, de plus en plus fluide dans son tir extérieur. Je le vois faire des trucs qu'il faisait pas avant. Pas beaucoup de tirs à 3 points cette année. Moins, mais par contre, dans la distance, il est vraiment confiant. Je le vois faire des bons trucs. T'as ces 2 mecs-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'effectif est construit de telle manière à ce que ces 2 mecs-là performent? Sous-entendu, les défauts de ton meneur de jeu, donc le poste le plus important avec le pivot en défense, est-ce qu'il y a un mec qui va défendre sur les arrières scoreurs en face dans cet effectif? Eh ben non, ça ne perd. Ils ont pris Taurean Prince, qui est un bon joueur, qui était un poste 3, un joueur de complément, il était bon aux Lakers, c'est un joueur qu'on apprécie, mais ils ont Son Père pour être le premier mec qui va défendre sur les meneurs de jeu adverses. Donc tant qu'ils n'auront pas de meneurs, de défenseurs arrière, comme Pat Beverley, je te prends le premier mec qui me vient en tête là, un mec qui défende sur les autres et qui soit impliqué défensivement, ils ne gagneront pas en fait. Donc on peut dire oui les mecs, peut-être l'usure, peut-être l'alchimie et tout, il leur manque des mecs, ils n'ont pas le bon effectif pour pouvoir jouer avec Dame Lillard et avec Giannis. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je t'écoute, j'attendais que tu finisses. Très bien. Mais donc là, ça, c'est le tour d'horizon qu'on vient de faire de ces Mavs, de ces Bucks, qui est assez terrible. Maintenant, la question qu'on se pose, et c'est le débat, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on peut imaginer que cette équipe-là, championne à 3 ans, explose? Et quand on dit exploser, c'est quoi pour vous exploser? Même si Giannis, lui, se veut encore positif. Après, on sait qu'il sait manier un petit peu la communication. Je suis leader de cette équipe et je trouve qu'on va dans la bonne direction. Ah, ok. Sans dire qu'on va gagner 5 ou 10 matchs de suite, je sais qu'on est meilleur, que la balle circule. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire. Après, lui, il a raison de le dire. Il est au sein d'un groupe. Oui, c'est normal. Il n'a pas jeté une grenade dans le vestiaire. Ils ont joué 7 matchs sur 82. Il a raison de dire que l'axe de progression, ils peuvent que progresser. Hein, parce que s'ils jouent moins bien au basket, je pense qu'ils jouent en Betclic Elite. Clairement. Les Bucks. Pas sûr d'être champion, en plus, avec Monaco cette année. Oui. Si ça continue, il faut faire péter quelque chose. Et c'est quoi, alors ça serait quoi péter? Il faut essayer de trouver un pigeon pour récupérer Dame Lillard. Attends, on est là déjà? Moi, j'irais pas. Pour moi, là, ton domino, c'est ton 3e ou 4e. Déjà, le premier truc, c'est admettons que tu crois encore dans ce duo de stars et dans ce groupe. C'est la première chose. Qu'est-ce que tu fais pour que l'équipe joue mieux, l'équipe en tant que telle, là, aujourd'hui, avant de penser à faire partir? Ça fait 1 an et demi. Même quand Griffin avait gagné 31 matchs. 33, ils étaient gros 33. Aujourd'hui, ils en rêvent de 33. Oui, mais il n'y avait aucune connexion entre les deux déjà. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste que, admettons que John Horst ou les propriétaires qui croient encore en John Horst disent on va faire en sorte de prendre le meilleur de cette équipe et que tu ne veuilles pas virer Doc Rivers parce qu'il est trop cher. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu montes des trades. Bobby Portis, c'est le pire des ratings de toute son équipe. Il est catastrophique. Quand il est sur le terrain, son équipe est nulle à chier. Bobby Portis, on l'aime beaucoup. 3e intérieur de l'équipe, il a régalé ici ou là, il était très bon dans le round de playoff. Bon, frérot, tu montes un trade, tu fais tout pour débarrasser de Middleton, tu fais tout pour débarrasser de Bobby Portis, et tu vas chercher des joueurs complémentaires de Lillard. Middleton faut qu'il rejoue au basket, gros. Je te dis pas le contraire, je te dis que le gars il est là, il prend 31 millions cette année, player option l'année prochaine de 34 millions, il ne joue pas, donc faut bien essayer de faire quelque chose. Moi, mon but, c'est que cette équipe, à un moment donné, se remette sur des rails qui leur permettent de retrouver leurs ambitions. Mais comment tu fais pour traîner un mec qui joue pas au basket? En tout cas, ils essayent, et ça, personne ne le veut. Donc, je rajoute Bobby Portis dans le trade pour essayer d'aller chercher des joueurs complémentaires. Pas aussi fort que Middleton. Brook Lopez aussi. Mais bien sûr, Brook Lopez, je l'envoie aussi, il n'y a pas de souci. Il faut faire péter cette base de l'équipe qui est championne. Autour des stars. Oui. Donc, ça veut dire qu'on croit encore au duo Lillard de. Moi, j'y crois plus. Moi, j'y crois plus. C'est pour ça que je te dis qu'il faut trader. Le problème de Dame Lillard, c'est qu'il a 34 balais et que dans 3 ans, il va prendre 60 millions. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves qui
qui va accepter de récupérer Damien Lillard à 34 ans et à 60 bars quand il aura 37 ans. Donc en cours de saison, vous imaginez vraiment que les Bucks laissent partir Damien Lillard? Mais pourquoi pas, non? Moi, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis, ils ont trop parié sur lui, en fait. Ils ont de lâcher Jrue Holiday, ça a été un crève-cœur terrible. Ils lui ont mis dans le truc. L'autre, en plus, il se barre à Boston, il est champion direct. Moi, je vous dis, à un moment donné, quand tu prends des décisions, tu peux pas changer d'un truc à l'autre. T'as pris une décision, faut aller au bout de ce cycle-là. Ou alors, tu vires John Horst et tu prends un nouveau mec. En cours de saison, je crois pas, mais il faut prendre un nouveau mec qui défende. Hein. Non, mais un nouveau mec. John Horst. Trouvez-moi un GM qui a des cannes, gros, pour mettre les points sur tout terrain. Double casquette défenseur, GM incroyable. Parce que le grand risque, on l'a à peine dit, là, le grand risque à un moment donné, Yanis qui est clairement plutôt volatile. Il y a 3 ans, on a dit déjà, il peut partir à Miami, il a prolongé. Il y a beaucoup d'équipes qui pensent à lui, on pense à Brooklyn, on pense à Miami, on pense aux Warriors. Il y a beaucoup d'équipes. Si vous êtes prêts à prendre le risque que l'été prochain, Yanis dise hey, vous me cassez les couilles, j'ai envie de me barrer, et donc que t'es pas préparé l'après, eh ben bravo à vous. Bravo à vous les dirigeants des Bucks. Allez au bout de votre truc alors. Parce qu'en fond de toile, il est là le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas perdre Yanis. Yanis, ça fait quand même depuis son titre, on le dit, blessure, pas blessure, la réalité elle est celle-là. C'est 0 finale de conf, tu te fais sortir 2 fois au premier tour des playoffs. Et Yanis, il a pas 30 ans encore. Il a pas 30 piges. Donc la vraie grande peur pour les Bucks, c'est de perdre Yanis. Oui, et surtout Yanis, s'il termine sa carrière avec un titre de champion NBA, pour moi, c'est très peu, trop peu pour Sachant que le premier, tu l'as eu à 24. Oui, 26, c'est trop peu pour le talent du garçon. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Le trade, il se fera si Yanis part, c'est parce que ce sera son bon vouloir. Jamais le front office, parce qu'on rappelle qu'on est dans le Wisconsin à Milwaukee, et qu'un joueur comme Yanis Antetokounmpo, tu vas pas en récupérer un comme ça. Hein. Donc le dernier qu'ils ont eu, c'était Lou Alcindor, c'était dans les années fin des années 60. Voilà, il aimerait partir, mais ce qui est logique en fait. Mis à part la draft, tu récupéreras jamais un mec comme ça. Donc il faut tout faire pour qu'il soit dans un confort, pour le garder le maximum possible. Et c'est pour ça que je te dis. C'est pas ce qu'ils ont réussi à faire depuis 3 ans. Non, mais c'est pour ça que le truc de Lillard, tu me dis, c'est pas possible. Lillard, je n'y crois pas. Lillard, est-ce qu'il a envie d'être là, Damien Lillard? Il voulait être à Miami, gros. Il voulait être à Miami. Il est là, le mec, il fait la gueule. Il fait la gueule tout le temps, il est pas content. Il est triste. Il est pas content, il est triste. Il est triste. C'est pas pareil. Eh ben, redonne-lui le sourire, mon grand. Tu l'envoies à Miami. Où tu veux. Où tu veux. Redonne-lui le sourire. Renvoie à Portland, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah ouais, putain, tu veux faire la gueule, il va faire la gueule. Hein. Ah ouais. Ça plus proche de sa famille. Messieurs, on a des cotes Winamax pour savoir justement si cette équipe qui est très mal partie des Bucks, est-ce qu'elle va gagner plus de 45 matchs cette saison? On va voir les cotes. Moi, j'ai plutôt envie d'aller sur moi, je vous le dis direct. Hein. Non, moi je pense quand même qu'ils vont se remettre, droit. Je ne sais pas comment. Peut-être en dégageant Bobby Portis de la rotation, en dégageant le coach aussi, ça commence à faire beaucoup. Mais je crois que cette équipe, au vu de son potentiel, des forces en présence, de l'expérience qu'elle a. Le 1-6, c'est pour ça que je dis qu'il est pas inquiétant. Il est minable par rapport à l'équipe et les matchs qu'ils ont produits. Ils ont produit des bons matchs quand même. Il faut qu'il fasse 45 sur 76. Bah, c'est pas impossible. Ouais. Avec Adrian Griffin qui détestait, ils ont fait 30-13. Les gars, franchement, 30-13, c'est un à Cleveland sans Yanis, ils font un bon match. Hein. Mais oui, non, mais c'est une bonne équipe de basket. C'est juste que là, il y a un truc qui est cassé. Il y a une bascule sur le premier match contre Cleveland où Donovan Mitchell met un tir exceptionnel, ou très bien défendu. Oui. Si tu gagnes, tu vois la vision, la vision contre le Jazz, par exemple. Il joue contre le Jazz là. Pour terminer ce débat, et dites-nous vous dans les commentaires vraiment votre avis sur ce début de saison des Bucks. Moi, je veux bien entendre. Et tu le connais mieux que nous, Steph, ça, mais ce match-là, on peut basculer de ce côté-là, et puis c'est plus la même histoire. Ça change les dynamiques dans le vestiaire, certes, quand tu tapes un goal, quand tu fais tomber Cleveland pour la première fois, ça fait du bien. Quand ça bascule pas une fois du bon côté, 2 fois, 3 fois, et que tu rajoutes une défaite où tu as des attitudes minables, bon, au bout d'un moment, c'est pas juste de la malchance. Non, je suis tellement pensé au PSG, ce que tu viens de dire, c'est incroyable, Erwan. Je suis d'accord avec toi, c'est pas que de la malchance, mais ça peut te permettre de remettre un peu de joie. Quand tu rentres dans le vestiaire et que tu as battu Cleveland pour la première fois, que tu es la première équipe à faire tomber les Cavs, tu vois, il y a un peu de sourire, peut-être que Damien Lillard, il est plus triste. Il est content et ça remet une petite dynamique positive. Maintenant, mis à part les 2 matchs contre les Cavs qui jouent à une possession, les mecs, ils ont perdu tous les matchs de plus de 10 points. Voilà, ils prennent des doutes. L'avantage, c'est qu'ils vont jouer contre le Jazz ce soir. Donc là. Sans Markkanen. Ouais, enfin le Jazz, quoi qu'il arrive. Ils jouent contre Utah, ils vont à New York. 2 victoires déjà. Et ils jouent contre Boston. Donc tu te rends compte que cette fin de semaine, et ensuite elle peut te permettre de te remettre complètement à l'endroit. De remettre ton équilibre à l'endroit. Il n'y a que des gros matchs à jouer. Moi, j'ai envie de vous dire, on refait un point dans quelques jours. Je pense qu'ils feront 303. J'aime ton optimisme. Je suis pas convaincu de ça parce que pour moi, et c'est la première intervention de Steph dans ce débat-là, pour moi, le mal est profond. Vraiment. Le mal est profond avec le coach, le mal est profond avec le GM de ce qu'il a fait sur ces 3 dernières années. Je suis pas persuadé que l'effectif soit convaincu de ce qu'a fait le GM et de la construction du GM. Et il y a aussi un problème sur le terrain. On le voit par des drôles d'attitudes. Moi, je veux bien que les matchs peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Mais quand il y a des attitudes les bras ballants, il n'y a pas de sourire,
courir, il n'y a plus le hustle ou se plonger sur les ballons, mettre des coups. Je pense que ça va être plus dur que ça de se remettre droit, tout court. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Nous, on va passer tout de suite sur la palette parce que l'émission elle commence à être très très longue. Il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur la défense d'OKC. C'est les joies du journalisme. On veut faire une palette sur la meilleure défense de la ligue. Et le soir, juste la veille, ils prennent 124 points à Denver. Il n'empêche, OKC réalise eux aussi un excellent début de saison. Super match, hein, d'ailleurs, si vous voulez aller le voir sur le League Pass. Régalez-vous, match de très haut niveau avec un grand Russell Westbrook. C'est important de le dire. Le bilan du Thunder cette saison 7-1. Meilleure défense NBA. C'est quoi, 20e attaque 20e attaque, oui. 20e attaque, bon, très bien. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, Thomas, dans cette palette, c'est clairement cette défense-là. Avant d'aller dans la palette, on rappelle que cette semaine, on a fait une émission undrafted autour du bon début de saison du Thunder. On revient sur tout, sur l'effectif, le roster. Donc, c'est sur la chaîne YouTube NBA Europe. En plus de parler de Derek Fisher, qu'on a eu en interview. Derek Fisher qui nous raconte le tir à 0,4. Quelque chose, hein. Très lourd. Je l'ai vu. Je l'ai écouté. Ah ben, je sais. Allez-y si vous l'avez pas vu en tout cas. Allez, on y va parce que t'as raison, l'émission est longue, donc j'ai envie qu'on reparle de basket, j'ai envie de voir des images, on va se régaler tous ensemble. On va sur cette première action, donc on reste sur la défense du Thunder qui joue contre l'attaque des très dangereux San Antonio Spurs. Action exceptionnelle de Chattelgram, on va prendre le temps de la décomposer. On regarde déjà les attitudes défensives et la proximité qu'il y a entre les défenseurs et les attaquants. Chattelgram d'abord, là c'est Isaiah Joe, non c'est plutôt Isaiah Joe je crois, non. Voilà, c'est peut-être qui défend bien et qui suit. On va suivre le mouvement des Spurs avec l'écran de Chris Paul là-dessus sur Chattelgram. La bonne info aussi, c'est que Chattelgram ne défend pas sur Victor Wembanyama et qu'il a tout vu sur ce système des Spurs. Regardez cette action, cette dissuasion sur un alley-oop, ce qui est assez rare hein, au vu de la taille de Victor. Derrière, on ne lâche rien, il remonte, il y a 5 joueurs dans la raquette, beaucoup de densité, on protège un maximum le cercle. Honnêtement, c'est une action de très grande classe de Chattelgram pour commencer là-dessus. On voit toutes ses qualités défensives, mon cher Stephen. Ce qui est bien, c'est que c'est la première défense du match déjà, donc si tu prends le alley-oop, tu peux être impacté si Victor va arracher le cercle. Ce que j'aime beaucoup, c'est la deuxième action défensive de Chattelgram, c'est-à-dire qu'il veut pas mettre un énorme contre à Jeremy Sohan. Il sait qu'il fait 2-18, il a dit je vais rester dans mon cylindre bras en l'air. Mon grand, si tu veux marquer, je te féliciterai. Et pas de faute, tout droit comme un i. Et puis la réactivité, c'est-à-dire un premier contre sur Victor, l'action n'est pas finie. Être capable de revenir, se remettre à la maillotche pour redéfendre. Parce qu'il y a un paquet de mecs après avoir rencontré Victor Wembanyama sur un alley-oop qui aurait fait putain merde, surtout qu'il était loin sur le cercle en plus, tu sais. T'as pas le temps de faire comme de faire ça, t'as pas le temps. Ouais, deuxième action, on y va tout de suite pour cette magnifique défense en mouvement aussi avec des presets de très très haut niveau. Ils font kiffer. Il y a quelques stats qu'on va pouvoir sortir aussi sur leur classement au contre et aux interceptions. On l'a vu le petit Zachary, là, on lui fait encore un shout-out, bravo frérot pour les 33 points. On enchaîne donc la bonne défense là. On est toujours très collé, très en surpression en fait, qu'on soit sur le porteur de balle ou off-ball. Ça va nous donner donc cette action des Hawks, ce premier écran là-bas à 45, ce pick and roll, et on va switcher. On switch sur les défenseurs qui font les attaquants qui font la même taille. Là, c'est notre ami Alex Caruso qui est arrivé parfaitement dans ce système, qui deny, donc qui coupe la ligne de passe. Trae Young est en boîte. Très clairement, le but c'est qu'il ne touche jamais la balle sur cette action. On va suivre quand même cet écran de Key Spurs là pour essayer de démarquer Trae Young. Matthews. C'est Matthews, pardon. Garrison Bah oui, Matthews. je suis un ouf, mais bien sûr. Matthews, Garrison. La bonne défense, là, hop, Isaiah Joe. Matthews se retrouve avec la balle. On switch encore sur les joueurs de même taille. Et là, regardez, la défense va rester focus avec des aides qui se mettent déjà en place. Zachary Zaché fait un beau drive, pardon. Et c'est Caruso qui vient, Erwan, essayer de le contrer dans la dissuasion. Encore une bonne défense par 5 petits sur le terrain. Exactement, c'est ça. 5 petits. Donc, et on voit qu'en fait, c'est tous des préceptes de base, mais qui sont parfaitement digérés. Tout le monde, on sait quand est-ce qu'on switch. On switch pas bêtement. On sait que quand il n'y a pas besoin de switcher, on l'a vu sur le début de l'action, on le fait pas. Quand il y a besoin de le faire, on le fait. On essaie de faire les efforts de passer au-dessus des écrans, on deny. Et puis surtout, on vient aider quand parce qu'elle est bonne l'attaque, hein, là, des Hawks. Ils vont jusqu'au bout. Ils arrivent à trouver un bon drive et on vient quand même fermer pour donner un lay-up difficile
difficile. Voilà, attaquer des défenses comme ça sur des 5 petits, c'est très chiant. Tu as raison, le plus grand, c'est Williams sur le terrain. Et en fait, ils peuvent tous changer. Et c'est une des caractéristiques aussi de la défense du Thunder quand il n'y a pas de Chet Holmgren, c'est qu'ils sont très agressifs sur la balle et ils sont très forts off-ball. Même quand c'est Ousmane Dieng qui joue backup de Chet Holmgren. Et ce que j'aimais bien sur cette palette-là, tu l'as dit sur la fin, mais dès que Trae Young a lâché la balle, je sais plus qui c'est notre ami qui défend sur Trae Young, mec, il est regarde. À droite là-bas, c'est Isaiah Joe. Isaiah Joe, mais même sur le tout début de l'action, parce qu'ils savent que c'est Trae Young qui génère tout le jeu d'Atlanta sur du pick and roll. Ils se disent, allez-y, Zachary Zaché, allez-y, notre ami Garrison Matthews, allez-y, c'est à vous de créer l'attaque d'Atlanta sans Trae Young. Et ça, c'est très fort, parce que dès le milieu de terrain, regarde, t'as vu, milieu de terrain, s'il a lâché la balle, c'est bon. Parce que s'il a lâché la balle, il y a un paquet de mecs qui disent, allez, je rentre un petit peu pour regarder dans les aides. Non, lui, ce qui est cool, c'est que c'est des choix forts. Ok, on prend des options, c'est on coupe Trae Young de la balle. Après, on essaie de switcher quand on peut, on essaie de garder, de passer au-dessus des écrans quand on veut. Et puis, si on est pris, on vient aider. C'est des choses simples, mais quand tout le monde parle le même langage, ça donne des trucs comme ça, très chiant à attaquer. Allez, troisième action de cette belle défense. On va aller sur les trucs plus simples, mais vous allez voir aussi la hargne de cette équipe. Allez, on est encore dans ce match face à Atlanta, c'était à Oklahoma City. Le pick and roll, là, c'est Jalen Johnson, et on va suivre, du coup, Ousmane Dieng qui est en défense sur Okongwu, là. On va suivre son mouvement, justement, du pivot. La petite passe à gauche, elle est coupée par Isaiah Joe, bien sûr, qui a tout vu. Jalen Johnson va peut-être tenter cette petite passe lobée. Je dis peut-être tenter. Il va la tenter. Elle va être un petit peu mollassonne. Mais l'avantage de cette bonne défense, c'est que en face, on en a parlé tout à l'heure, on est déjà dans les aides, prêts à jouer les interceptions, ce qui donne que la défense du Thunder est la meilleure équipe à l'interception de toute la NBA. Et c'est à la fois sur les pressions sur les porteurs de balles, mais aussi à l'opposé, on joue bien le coup, la CSGA. Et là où tu vois que tout est bien travaillé sur les rotations, c'est que quand Shea il vient anticiper la passe lobée, t'as déjà à l'opposé Caruso qui est prêt éventuellement à faire la rotation à 0 degré si jamais il y a skip pass, et si notre ami Okongwu récupère la balle pour skipper, Caruso il est déjà prêt. Donc ça veut dire que cette équipe là elle est connectée. Dès qu'il y a un mouvement, hop, ils sont tous disciplinés, ils sont tous rattachés à un fil. Dès qu'il y a un mec qui bouge, il y a un autre mec qui bouge. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur de la transition, et on sait que se mettre en place sur des transitions quand tout le monde court partout, c'est jamais simple. Mais là, eux, ils sont déjà en place. Et ça change tout quand tu veux installer une défense. Ils ont un Okongwu d'avance. Oui, bravo, magnifique. Bravo. Allez, pour célébrer ça, on regarde une quatrième action. Encore 4 mecs, ça fait beaucoup. 4 palettes défensives pour moi, gros. J'ai la nausée. Hein. Regarde, Deni Avdija, il va. Ouais, Deni Avdija. Ah oui, parce que cette équipe, c'est la meilleure équipe à l'interception. Mais pourquoi mais parce qu'elle en veut plus que les autres. Regardez, donc, on est pour le coup sur une contre-attaque des Blazers. Il y a notre ami Lou Dort qui est en train de se plaindre à l'arbitre, mais c'est pas grave parce que les copains vont faire l'effort. Jalen Williams va venir sur le porteur du ballon, donc Deni Avdija, et on va suivre la course effrénée d'Alex Caruso. Regardez l'effort d'Alex Caruso. Et oui, on lâche rien. Là, pour le coup, c'est Jalen Williams qui met son body pour contrer Avdija. On est sur un 4 contre 3. Vous avez vu la course jusqu'au bout là d'Alex Caruso qui était même encore au contre. Incroyable, récompenser donc la bonne défense, le bon repli par une interception. En fait, ce qui fait Caruso, c'est vrai que là, pour le coup, ça n'a pas d'impact, mais ça montre l'état d'esprit. Faire un sprint comme ça pour replier, en fait, ça montre comment les mecs, Steph le disait, comment ils sont connectés. C'est qu'on laisse rien à l'adversaire, on laisse pas un lay-up. Et finalement, sur une contre-attaque de Portland, tu te retrouves avec 4 défenseurs et seulement 3 attaquants. Il n'y a pas de vérité. Pourquoi OKC est la meilleure équipe NBA actuelle? C'est pour ça. Ça veut dire que match de saison régulière, back-to-back ou pas de back-to-back, les mecs font les efforts, ils ne restent pas. Bon, c'est pas grave si on prend un panier, c'est pas grave, il y aura d'autres possessions. Non, chaque possession est importante et ils font les efforts. Bravo! Bravo! Alors, dernière petite bravo! Stat, il est fou, bravo, ce mec. Avant le match d'hier, les 124 points encaissés qui clairement viennent flaguer ce qu'on voulait dire à la base. Bravo, à 92 points encaissés au rating, 92 points encaissés au rating défensif. OKC, les Warriors, on parlait tout à l'heure, étaient à 100 donc il y avait 10 points d'écart entre les deux. Ça montre l'étendue et les dégâts faits par cette défense. C'est l'équipe préférée de Bojan Malkovich. OKC. Ils avaient un record qu'on a dit dans l'émission Draft Film, mais qu'on va redire là. C'est la première équipe de l'histoire qui fait 7-0 et qui gagne tous ces matchs de 10 points ou plus. Ouais, elle est passée d'ailleurs dans le tableau, ça montre l'écart qu'il y a eu avec les autres. Calendrier plutôt favorable aussi. On a vu contre cette équipe de Denver aussi la faculté parfois à se faire défoncer à l'intérieur par à la fois Westbrook et à la fois par truc. Magnifique. Mais hier, les gars, le Boston Golden State, Denver OKC, il y en a un troisième, je sais plus qui c'était. Atlanta New York. Non, Phoenix Miami. Trois bêtes de match à regarder. Allez sur League Pass. Il est bien le match, hein. Atlanta New York, il est bien. Il est en dessous, mais c'est un bon match de basket. Après, je voulais parler que du haut du gratin, mais bon, si vous voulez pas de la Ligue 2, je vous laisse. Et Memphis Lakers, ça dit quoi? Est-ce que je l'ai cité?
Non, et ben voilà. Il y avait raison, il y avait raison. Atlético Madrid PSG, ça dit quoi? Moi, j'ai pas cité non plus. Moi, j'ai regardé un beau Dallas Chicago Bulls. Ouais, c'était pas mal. C'est pas du très haut niveau. Hein. Pas mal. Bon, ok, bon, c'est ton équipe après. Donc j'ai essayé de faire la promotion du League Pass. Merci les gars en tout cas. D'accord, ben- N'hésitez pas à regarder les matchs de merde aussi. Allez-y. Moi, je suis surtout là pour faire la promotion du quiz. Et c'est le moment de faire la promotion du quiz. C'est la place de Tom Ciaravino. C'est con. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et qui dit Steph Brun, dit pas de quiz spécial aujourd'hui. J'avais pas envie. Ah ouais? J'avais pas envie, on n'a pas le temps. Tu fais pas Je d'effort. vais aller directement dans le kiss fiche. Ok, bah ça. Allez, l'émission est déjà Attends, très avant longue. qu'on aille dans le qui suit, je veux qu'on fasse un plan quand même sur les trois. Ça nous rappelle un grand film des inconnus, hein, les trois frères. Mais qui est Pascal Légitimus? Moi, j'ai ma petite idée quand même. En fait, Thomas, c'est à la fois Bourdon et. Moi, tant que je suis Bernard Campan, vu que la meilleure métier dans le film. Les gars, Casanova. avant d'aller dans le qui suis-je, quand même un petit shout-out Ah, très sympa. à nos amis de Trash Talk Bravo. sur l'histoire de l'équipe de France. Livre super bien. Je suis dedans. Là, j'ai vu que moi je Si sais pas lire, c'est pas mal. Si je suis Ça dedans, m'a je aidé. l'achète. Pardon? S'il y a mon nom, je l'achète. Oui, je l'ai vu dedans. T'es sûr? Oui, oui, dans les crédits à la fin. Non, c'est l'éditeur Brun en fait. Très bien, je vais la vérifier. Couleur de cheveux. Ah, bravo. Les gars, on va directement dans le qui suis-je? Allez, Ah, vas-y. y a pas de jeu préliminaire? Non, pas Ah, le ok. temps, pas le temps, c'est Polo qui me presse en récit. Oh, gratuit. Ouais, c'est clair. On part sur le qui suis-je. Vous Oh, êtes la prêts? vache. Allez, vas-y. Ouais. Je suis né le 11 avril 93. J'ai donc 31 ans et je peux toujours jouer au basket. Mais on ne m'a plus vu en NBA depuis 2022, du côté de Sacramento. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la fac de Saint John. New York, non? Tout à fait. Fac notamment de Chris Moline. Lopez. Ron Artest. Felipe Ron Lopez. Artest, bravo. Chris Moline. Chris Moline, attends, on me dit non, il dit Ron Artest, genre. Felipe Lopez, ça marche quand pas. On peut même. dire bravo pour Ron Artest. Felipe Lopez, Bon, c'est non, un peu Chris dans Moline, le la vraie légende. underground, mais bon. Arrêtez on préfère La les- vraie avec légende, vos- Chris Moline. avec vos Il égos parle de tout- balle. Tu sais qu'il parle tout seul à la caméra. À côté, il est cinglé, lui. Le problème, c'est qu'il a un micro. Moi, je n'y resterai qu'une saison là-bas, de 2011 à 2012, où je jouerai 36 minutes en moyenne pour 15 points, 8 rebonds et plus d'une interception par match, C'est correct. et un bloc également. Dans mon scouting report, on me vend comme un ailier athlétique, avec une palette offensive limitée André Robertson. et un tir extérieur assez médiocre. Pas mal, Bon dommage. défenseur, je serai un joueur de rotation, Éliminé 3 minutes. voire fin de banc. Un peu sévère. C'était bien, André Robinson. Je me présente à la draft 2012. Et malgré les sceptiques, je suis drafté. C'est Boston, Celtic. C'est pas eux qui vont me drafter à la 15e position, ce sont les Sixers. Mais Ah. je ne jouerai jamais là-bas. La première fois que vous me verrez sur un parquet, c'est avec le maillot du Magic. J'y resterai 3 saisons, de 2012 à 2015. Et très rapidement... Isaac. Jonathan Isaac. Non. Non, c'est un Dominicain, Francisco Monvier. Francisco Monvier, c'est bon. Je prendrai donc très rapidement mes marques. Lors de ma saison rookie, je joue 59 matchs dans le 5, poussant JJ Redick sur le banc. Wow. 26 minutes de moyenne pour plus de 8 points et 4 passes et toujours une interception. L'année suivante, Tobias Harris débarque en mi-saison, ce qui me replace sur le banc. Gary Trent. En 2014-2015, Oh, bon, les, c'est pas doutes de commencent, position, bon. les doutes commencent à s'installer. Je ne joue plus que 15 minutes par match derrière Aaron Gordon et Tobias Harris. Seulement 45 matchs sur 82 de jouer, sans problème physique, juste mon coach qui ne m'utilise pas. Oh, j'ai plus souvent. À l'été 2015, je suis free agent. Le parfait moment pour m'enfuir. Après 3 saisons à Orlando, je troque mon numéro 21 pour le 4 et j'atterris à Portland. Morclès. Morclès, bravo Thomas Dufort, c'est Oh là là, mais c'est Morclès. une début de saison exceptionnel pour moi, sur les qui suis. Je suis vraiment fier. Marclès, St. John et tout. Après, St. John. on est clairement dans tes ambiances. Bravo, bravo à tous. À quel endroit Ah, gros, C'est vrai qu'en 2012, on n'était pas dans nos... C'est vrai que je t'ai jamais entendu dire les années 90, c'est tes ambiances. Voilà, c'est tes ambiances. Bravo Tom pour le quiz. Ouais, merci Tom. Ouais, Merci, super. bien écrit et tout, bravo. Top, Franchement, top, top. bravo. Fluide. Ouais, on salue Cholet, un cas formé. Axel Bouteille. Ouais, Axel Bouteille. Alors, Et on salue Pau qui a formé Yannick Bocolo. Alors ça, personne n'est au courant de tout ça là. On les salue quand même. Parce que salue, on a le droit. l'information française, c'est important. Ça, c'est vrai, On a en fait un fait petit quiz en off. Ils ont été très bons. On a fait un quiz en Un off. peu moins, Voilà, un peu c'est moins. pour Allez, ça. on se retrouve lundi pour le Big Monday et avec le match entre les Mavs et le Heat 2011, match 6, le titre, le match du course, titre baby. pour Il y a Stephen eu Brun. deux champions cette année. Il y a eu le SUC Nancy de Stephen Brun et les Mavs Quelle belle saison. Tu seras au de commentaire. Stephen Brun.
moi tu aussi. seras au commentaire de ce match-là avec Thomas. On se retrouve lundi pour le Big Monday, 20h, 22h, la libre antenne, et ensuite 22h, minuit. Vous le voyez à côté. Ce gars-là va commenter le match de sa vie, le match de son Dirk Nowitzki. Chéri, on se retrouve aussi jeudi prochain. Undrafted, tout le reste. J'ai plus les mots. Dimanche sur DAZN avec Thomas. Clutch, dimanche sur DAZN. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Il est temps que. Big Monday lundi, voilà. Il Allez, est temps voilà. que j'aille manger. À Parce que table. j'avais plein le cul. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, Didier Bourdon. Oh, non.